Nous allons à présent suivre la deuxième conférence. La conférence est intitulée « Économie bleue durable dans le golfe de Guinée. Comment y parvenir au regard du nouveau panorama de la sécurité et de la sûreté maritime ». La modération sera assurée par le contre-amiral Issa Adam Yakubu, chef d'état-major de la marine ghanéenne. Le contre-amiral Issa Yakubu est diplômé de l'Académie militaire du Ghana et a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la marine ghanéenne, notamment en tant que commandant de navire de guerre, et a occupé plusieurs hautes fonctions sur le plan national et international, dont le poste d'attaché de défense à Londres en 2019. Sans plus tarder, je cède la parole respectueusement à Monsieur le contre-amiral Issa Yakubu. Good morning, senior officers, dear admirals, and distinguished participants. First of all, before I even proceed, let me take the opportunity to thank our host, the government and people of Togo, for organizing this conference. You can see a lot has been put in to have this very successful conference, and also for the warm reception that was accorded to me and my delegation since our arrival yesterday. I want to thank my brother, the Chief of Navy of Togo, Captain Babate, for your warm reception. Thank you very much. I know we are far behind time. Time is spent. So I want to keep this as short as possible. It is a very important topic. At the same time, we need to make up for time lost during the last presentation. It's important because this is the second one, and it follows closely on the first topic that was discussed, because we're talking about security in the maritime domain of the Gulf of Guinea. And why do we need security? Because we need to benefit from the opportunities that we have in our maritime domain, and that is what we call the blue economy. So our second theme is the sustainable blue economy in the Gulf of Guinea, and how to achieve it in view of the new landscape. That is a new landscape in our maritime domain. The Gulf of Guinea, it has a small context before I invite my distinguished speaker. I said the Gulf of Guinea is a sub-region of the Atlantic Ocean stretching from Senegal to Angola and covering about 6,000 kilometers of coastline, encompasses the maritime area of the ECOWAS and ECAS states. It is strategic importance given the vast network of rivers and transnational trading ports. The numerous mineral resources and the wealth of the maritime fauna and flora, they are very important for us to improve our economic growth. But due to its wealth, the Gulf of Guinea attracts several states and non-state actors, some of whom engage in illicit activities. Thus, the sub-region is plagued by various forms of maritime insecurity, including maritime piracy, robbery, trafficking in petroleum products, etc. There's also illegal, unregulated fishing, IUU, and it has already was said during the opening conference that even though this is very important, it is given less prominence when we talk about insecurity. Also, how to protect the environment. There's a litter from land-based sources and invasive species that cause major problems for the environment and marine life. If you look at our beaches, they are all polluted with plastics and all kinds of garbage that hampers our ability to have ecotourism, which is a major blue sector activity. There are other blue sector activities like maritime transport. You know, the bulk of our international trade is carried out in the maritime domain. We have
as we say, fish and other seafood are very important to us. So the blue economy generally, we also have hydrocarbons a lot offshore in the Gulf of Guinea. All these things can be harnessed for the economic prosperity of our region. But due to the challenges mentioned, we are having difficulties in harnessing this. So in order to deal with these issues, first of all, we must put in context how important the maritime domain is. And to do this, I am privileged to introduce and invite our guest speaker, our speaker for this session. I'll try to keep to timings as much as possible. We are already about 15 minutes behind time. So we have no other person but Mr. Hubert Machonawa Bakai, and he has been the Director of Maritime Affairs for Togo since May 8th, 2018. And at the very prime age of 48, he's married and a father of 2 children. After completing a bachelor's degree in public law at the University of Lomé, Mr. Bakai earned a master's degree in project management from a private university in Lomé. He also obtained an international professional diploma in the settlement of maritime law-related disputes in 2011 in Hamburg, Germany. In 2017, he conducted research on maritime governance and boundary delimitation at the United Nations Division for Maritime Affairs and the University of Nice, Sophia Antipolis in France. As a Togolese national, he served as the Chief of Staff for the High Council for the Sea from December 2014 to June 2019. From 2013 to 2015, he was a member of the Interpol's Advisory Board for the Enforcement of Environmental Laws. From April 2008 to January 2015, he served as a legal advisor to the Minister of Environment and Forest Resources in Togo. Mr. Bakai is a member of the alumni of the International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS, and the Nippon Foundation for the Law of the Sea. He is also a member of the Young African Leaders Initiative program of the United States and the French program Personnalité Avenir Défense, PAD, since March 2018. I have a very long and detailed profile of him, but I want to say that Mr. Bakai has served as a legal expert on the National Maritime Boundary Commission of Togo and has led various national ad hoc commissions in the maritime sector. He has contributed to the drafting of both national and international documents. He has a long list of publications that I cannot go through. So with a big round of applause, please help me to welcome Mr. Bakai to the podium. So, Mr. Bakai, I'm going to try to limit you to 20 minutes because this is important that we have time to have a lot of contributions from the floor. So you have 20 minutes to give us just a general overview about our blue economy so that we can have some time for discussion. Thank you. Mr. Contre-Amiral, thank you for your contest. I'll do my presentation in French to let you be more at ease. Excellent. Thank you. Monsieur le ministre, messieurs les amiraux et contre-amiraux, chers officiers supérieurs de la marine des États du Golfe de Guinée, mesdames et messieurs les participants.
le contexte sécuritaire dans le golfe de Guinée que les États devraient combiner avec les nécessités économiques à travers les activités maritimes nous oblige donc à considérer certains paramètres environnementaux dans la mesure où les questions économiques doivent s'arrimer avec les questions environnementales de façon durable. Donc, merci, contre-amiral, par rapport à votre contexte, au contexte de la présentation que je dois faire à l'occasion de ce symposium. Donc, vous m'avez vraiment facilité la tâche. Et donc, je vais directement aller vers l'essentiel. Mais pour les besoins de la présentation et de la compréhension, nous sommes tenus de donner certaines informations. 25 minutes, je me demande si ça pourra vraiment être suffisant. Dans la mesure où le contexte est très vaste, les sujets sont très étendus et nous ferons l'effort de les résumer et de vous les présenter. Donc, pour notre présentation, nous allons tout d'abord, dans notre introduction, parler de l'économie bleue. Qu'est-ce que c'est que l'économie bleue? Et l'économie bleue dans le golfe de Guinée. Nous allons ensuite présenter les menaces contre la durabilité de l'économie bleue dans le golfe de Guinée. Quelles sont les mesures prises en faveur du développement de l'économie bleue dans le golfe de Guinée vis-à-vis de ces menaces? Et en cinquième partie, nous parlerons des défis et perspectives. I have the pointer. You want to use it yourself? I'm the one. You want me to do for you? Yeah, maybe. I do for you. Let me know when to. Thank you. Bien. Le concept de l'économie bleue dans son acception générale parle de l'ensemble des activités et ressources dérivées des écosystèmes marins et aquatiques. Donc, il y a lieu de considérer que dans ces activités et ressources dérivées des écosystèmes marins et aquatiques, ces activités donc sont engendrées par les océans, les mers, les côtes, les cours d'eau, les lacs et les eaux souterraines. Ce concept reconnaît une importance cruciale d'écosystèmes, l'importance cruciale des écosystèmes d'eau douce et océanique, productifs et sains, comme voie de développement économique. La définition de ce concept de l'économie bleue a été dégagée par la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 de l'Union africaine, décrit comme l'économie bleue comme la nouvelle frontière de renaissance africaine. Dans le concept de l'économie bleue durable, il y a lieu de retenir un élément très important qui est l'aspect de durabilité économique. La durabilité économique implique trois dimensions importantes. D'abord, la dimension économique. La dimension économique qui consiste à une contribution globale des océans aux économies des États membres. Il y a la dimension environnementale qui nécessite d'aborder la durabilité environnementale et écologique des océans, et ensuite la dimension sociale et inclusive qui implique une opportunité de croissance dans les pays en développement. Le défi important de l'économie bleue est de comprendre et de mieux gérer les nombreux aspects de la durabilité économique océanique, allant de la pêche durable à la santé de l'économie, de l'écosystème, en passant par la prévention des pollutions. Ah, d'accord. Okay. Directeur, la page suivante. Oui. Reçu. Non, je le prends ici directement.
D'accord. D'accord. Donc, tel que la première présentation a été faite, ici, nous avons, à travers nos recherches, considéré l'espace géographique des États côtiers. Donc, les recherches que nous avons faites parlent de l'espace géographique du golfe de Guinée qui va du Sénégal à l'Angola. Et nous avons inclus le Cap-Vert pour des raisons liées au fait que l'économie bleue est un concept qui concerne d'abord les États côtiers, et à partir des États côtiers, cette économie pourrait se développer. Donc, le Cap-Vert a été retenu ici dans l'espace côtier géographique du golfe de Guinée dans le cadre de cette activité. Donc, les potentialités de l'économie bleue du golfe de Guinée. Nous avons près d'une dizaine de potentialités. D'abord, la pêche et l'aquaculture, le pétrole et le gaz, les transports maritimes et ports, le tourisme, les énergies renouvelables, l'industrie, l'exploitation minière et la biotechnologie. Lorsqu'on prend, par exemple, la pêche et l'aquaculture, il y a une composante importante qui sont les ressources abondantes. Nous constatons que au niveau du golfe de Guinée, les ressources liées à la pêche sont abondantes et contribuent donc à l'équilibre, contribuent donc à nourrir les populations, et la diversité des différentes espèces peuvent être présentées comme suit: le thon, le maquereau, le barracuda, le poisson-chat ainsi que les crevettes. Cette région est une région importante et stratégique et une source essentielle de protéines pour les populations locales. La pêche artisanale et industrielle présente des opportunités pour la création d'emplois et la sécurité alimentaire. Le golfe de Guinée connaît d'importants phénomènes d'upwelling, ce qui fait d'elle l'une des zones les plus poissonneuses au monde. Environ 600 000 tonnes de produits halieutiques d'une grande variété y seraient prélevés chaque année selon la revue Brave Marines de 2020. Au niveau de l'aquaculture, nous avons une aquaculture en croissance. Le développement de l'aquaculture, y compris l'élevage, les crevettes, le poisson, les crustacés, présente un énorme potentiel pour répondre à la demande croissante en produits de la mer par la production des poissons d'élevage. Une autre potentialité, nous avons le pétrole et le gaz. Comme nous le savons, le pétrole et le gaz sont des réserves substantielles pour nos États. Et le golfe de Guinée détient d'importantes réserves d'hydrocarbures, ce qui en fait une région clé pour l'exploitation pétrolière et gazière et l'un des principaux producteurs d'hydrocarbures en Afrique. Selon les informations recueillies, nous avons 4,5% des réserves mondiales prouvées en pétrole dans le golfe de Guinée, soit plus de la moitié des réserves de l'Afrique. Et aussi, pour le gaz naturel, nous avons 2,7% des réserves prouvées. En ce qui concerne la production et l'expansion, une des principales régions productrices de pétrole et de gaz au monde, plusieurs pays de la région tels que le Nigeria, l'Angola et le Ghana ont développé leur industrie pétrolière et gazière, pour ne citer que ces États. Les activités pétrolières et gazières offrent d'énormes opportunités en matière d'investissement. Ces ressources génèrent donc d'importantes recettes fiscales et de devises étrangères pour les pays. Nous avons un élément important dans les potentialités de l'économie bleue. Nous avons les transports maritimes et les ports. Les transports maritimes et les ports ont deux composantes essentielles. Nous avons le hub maritime majeur et stratégique. Le golfe de Guinée est un carrefour de routes maritimes mondiales. Comme nous le savons très bien,
ce qui en fait une plaque tournante pour le transport maritime international, un point de passage vital pour le commerce international, reliant l'Atlantique Sud à l'Europe et l'Asie, facilitant ainsi les échanges entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. La deuxième composante, nous avons, le golfe de Guinée regorge de ports en croissance. Donc, avec 19 pays côtiers en considérant les États côtiers, les ports de la région, à l'instar du port autonome de Lomé, connaissent une expansion rapide pour répondre à la demande croissante du commerce international. Environ 90% des échanges commerciaux de la zone transitent par la mer. Un élément important dans l'économie bleue, dans notre espace du golfe de Guinée, nous avons le tourisme côtier. Donc, dans le tourisme côtier, nous avons la biodiversité marine qui doit être entretenue pour faciliter donc le tourisme côtier. Sur les 6000 km de côte du golfe de Guinée, riche en biodiversité marine, avec des récifs coralliens, des plages pittoresques de sable fin et une variété d'espèces marines, attirant les armateurs de plongée et de tourisme balnéaire et écologique. Donc, les touristes, lorsqu'ils arrivent, s'intéressent généralement aux aspects culturels et traditionnels. Et donc, c'est des éléments également qui sont là et qui contribuent donc au tourisme côtier dans le cadre du développement de l'économie bleue durable. Les énergies marines, les énergies renouvelables marines, qui sont un élément important de la durabilité de l'économie bleue. Donc, il y a les énergies des vagues marémotrices. Comment est-ce que ces vagues marémotrices sont obtenues? C'est à partir, des installations qu'on place des barrages donc au niveau des estuaires, et le mouvement des vagues produit de l'énergie et fait tourner les turbines. Donc, il y a l'énergie de vagues marémotrices, il y a les énergies éoliennes offshore qui font partie des potentialités de notre espace. Et ces énergies renouvelables réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également les industries de produits de la mer. Ça fait partie des potentialités importantes de notre espace, le golfe de Guinée. Donc, à travers ces industries, il y a des transformations de produits en mer, des exportations, des industries de dessalement de l'eau de mer, pour ne citer que cela. Les potentialités en exploitation minière et en fonds marins, des fonds marins plutôt, excusez-moi. Donc, les fonds marins du golfe de Guinée contiennent des minéraux très précieux, notamment des métaux rares, des nodules polymétalliques et des sulfures hydrothermaux. L'exploitation minière des fonds marins présente un potentiel à long terme pour la région. Nous avons également comme potentialité les extractions minières en mer. Donc, parmi ces ressources minières qui peuvent être extraites en mer, nous avons les gisements, les graviers, le sable, les nodules polymétalliques, les sulfures hydrothermaux, etc. Une autre potentialité, la biotechnologie marine. Dans la biotechnologie marine, on se réfère aux recherches médicales et pharmaceutiques. Et aussi, dans le golfe de Guinée, il y a des matériaux qui peuvent aider, et des micro-organismes, des substances chimiques et des molécules qui peuvent être utilisées dans la recherche médicale. Donc, toutes ces initiatives, lorsque elles sont menées dans le cadre du développement des activités marines, peuvent booster l'économie de nos États. Donc, pour conclure l'aspect concernant les potentialités de l'économie bleue, nous pouvons dire que l'économie bleue, par sa capacité à créer des opportunités d'emploi et à faciliter la croissance économique, est en mesure d'offrir des solutions aux causes de l'insécurité dans le golfe de Guinée. Donc, lorsque ces activités, ces potentialités sont judicieusement exploitées, on pourrait toucher du doigt les causes profondes
de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et ces causes profondes peuvent être liées, probablement ou certainement, pourraient être liées aux questions de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Le deuxième élément, pour conclure cette partie, c'est que nous pensons qu'en tenant compte de la finalité d'une catégorie d'activités reconnues comme potentialité de l'économie bleue, telles le transport maritime et les ports, la définition de telles activités devrait inclure celles connexes permettant l'acheminement des biens et services vers leur destination finale. Ce que nous voulons dire, c'est que les transports maritimes, les concepts de l'économie bleue devraient évoluer en incluant les transports maritimes, les transports terrestres et ferroviaires qui partent des ports vers la terre, puisque les produits qui sont transportés en conteneurs, quand ils arrivent dans les ports, ils ne peuvent pas rester là. Il faut forcément les acheminer vers les terres. Et donc, cette partie de l'acheminement qui implique les transports terrestres et ferroviaires sont des éléments connexes au développement des activités économiques marines. Donc, dans ce sens, le développement de réseaux routiers et ferroviaires fiables et efficaces des ports vers les terres reste un levier ou un vecteur indispensable pour une économie efficiente et durable. Quelles sont les menaces donc contre la durabilité de l'économie bleue dans le golfe de Guinée? La première présentation nous a exposé l'architecture et les différentes menaces. Et la deuxième présentation nous parle de l'économie bleue durable dans un contexte d'insécurité et d'absence de sûreté maritime. Alors, quelles sont donc ces menaces et comment elles se présentent? Nous avons, comme nous le savons bien, étant donné le sujet, nous allons nous appesantir sur le sous-secteur de l'économie bleue face aux menaces qui freinent l'apport de la mer à la croissance économique des pays. Donc, les menaces qui freinent l'apport de la mer à la croissance économique des pays. Donc, lorsqu'on considère ces différentes menaces, elles sont plus ou moins nombreuses. On ne peut pas ne pas citer la piraterie maritime, la pêche INN, la pollution marine et côtière, etc. Donc, un aperçu sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Donc, cette pêche qui forcément n'est pas menée par nos États, mais peut-être par des acteurs étrangers. Et selon le rapport Environmental Justice Foundation, nous avons une perte d'environ 2,3 milliards de dollars par an pour la région du golfe de Guinée. Et pour les questions de pollution marine, cette pollution affecte les eaux et les côtes de la région. Les images satellitales ont permis de constater qu'il y a 18 063 nappes de pétrole dans les eaux de l'Atlantique ouest africain entre 2002 et 2012. Une énorme pollution en hydrocarbures. Donc, lorsqu'il faut en venir aux crimes, aux différents actes criminels en mer, nous les connaissons tous. Ce sont les trafics de drogue, les trafics d'armes, les passagers clandestins, la piraterie, le vol à main armée, la pêche INN, la pollution marine, etc. Donc, nous allons donc parler essentiellement de quelques menaces, sans aller dans les détails. Donc, lorsqu'on considère la piraterie maritime et le brigandage en mer, les conséquences sont celles-ci: des perturbations du commerce maritime et des activités portuaires, l'augmentation de la prime d'assurance maritime, l'augmentation du taux de fret maritime, la prise d'otages, les paiements de rançon, la perte en vie humaine, les pertes en vies humaines, etc. Donc, quelques chiffres pour illustrer un peu les efforts des États, tels que le ministre conseiller venait de l'exposer. Donc, nous constatons sur ce tableau que
entre 2020 et 2021, il y a eu une baisse considérable des actes criminels en mer dans le golfe de Guinée. Dans la zone E, nous sommes passés de 46 à 11 entre 2020 et 2021. Et au troisième trimestre de 2022, à 0 attaque. Dans la zone F, nous sommes passés de 35 à 14 entre 2020 et 2021 et une baisse considérable de 9 au troisième trimestre 2022. Donc au total, nous avons au troisième trimestre de l'année 2022, on enregistre uniquement 9 attaques dans notre espace contre 81 attaques en 2020 et 25 en 2021. Donc, voilà, je venais de faire le commentaire là. Donc, on passe à un autre slide. Donc, quelles sont les mesures prises en faveur du développement de l'économie bleue durable dans le golfe de Guinée? Donc, ce slide présente un rappel sur les différentes activités criminelles que nous venons d'exposer. Donc, face à ces menaces, les États ont, à travers certains cadres, élaboré des stratégies et proposé des directives d'action. Nous avons parlé ce matin de l'architecture de Yaoundé, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. La charte de Lomé. La charte de Lomé a donné des orientations qui montrent l'évolution de l'architecture de Lomé vers une autre approche, puisque la charte de Lomé inclut les questions de développement aux questions de sécurité. Ces questions de sécurité qui ont été abordées par l'architecture de Yaoundé. Donc, nous avons aussi le renforcement de l'action de l'État en mer. Nous reviendrons nous ferons un focus sur la charte de Lomé dans nos prochains propos. Nous avons le renforcement de l'action de l'État en mer. Le renforcement de l'action de l'État en mer se ressent au niveau des États qui ont accepté d'inclure de nouvelles organisations pour prendre en compte spécialement au niveau de leur espace maritime les questions de menaces contre la sécurité de la navigation, la sécurité des activités économiques. Il y a certains États qui ont opté pour ce schéma et maintenant ces États, au niveau de l'architecture de Yaoundé, se trouvent donc arrimés à cette architecture-là, à travers leur organisation nationale. Il y a le renforcement du cadre législatif et réglementaire. Ce renforcement du cadre législatif et réglementaire se remarque à travers la charte de Lomé et à travers les actes nationaux qui ont été pris dans le domaine de la lutte contre l'insécurité et la criminalité maritime. Il y a le renforcement du cadre institutionnel qui a consisté à la création de nouvelles structures étatiques. Pour le cas du Togo, nous avons l'ONAM, l'Organisme national chargé de l'action de l'État en mer, et également certains États du golfe de Guinée qui ont opté également pour une reconsidération de leur cadre institutionnel. Donc, de façon plus concrète, en prenant l'exemple du Togo, le code pénal togolais, en son article 1068, a prescrit des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle contre les pirates, contre les actes criminels de piraterie, et les circonstances aggravantes avec prise d'otages sont réprimées de 20 à 30 ans d'emprisonnement. Nous avons la loi sur la lutte contre la piraterie maritime et une autre loi portant contrôle des drogues, etc. Donc, sur le plan international, nous avons plusieurs conventions et cadres internationaux
On peut citer la Convention de Montego Bay, l'agenda 2023 de l'UIA, la stratégie africaine pour les mers et les océans à l'horizon 2050, etc. Donc, plusieurs cadres qui sont venus renforcer le cadre législatif existant pour la lutte contre ces menaces en mer. Donc ça, c'est un exemple d'action opérationnelle, exercice du Grand Nemo, qui venait, voilà. Okay. Donc ça, c'est l'image des pirates qui ont été arrêtés à Lomé. Et donc c'est l'image du jugement de ces pirates. Comme on n'a pas assez de temps, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, nous n'allons pas nous étendre sur l'architecture de Lomé, mais nous allons parler de la charte de Lomé. Cette charte vient renforcer cette architecture de Lomé à travers en recommandant l'harmonisation des législations nationales pour se conformer aux instruments internationaux. Ça, c'est l'article 18. La mise en place des fonds nationaux pour l'acquisition des équipements, la formation et les opérations en matière de sécurité et sûreté maritime, la création d'un fonds communautaire de sécurité et sûreté maritime, article 11, la délimitation des frontières maritimes conformément aux instruments internationaux. Ça, ce sont les fortes innovations apportées par la Charte de Lomé, la mise en place de structures nationales de coordination en matière de sauvegarde, la surveillance et la prévention de la pollution marine. Donc, je ne saurais terminer mon propos sans dire ce qu'on attend des acteurs maritimes. Donc, le rôle des acteurs publics, d'abord, c'est d'élaborer et auditer la mise en œuvre des politiques nationales en matière de sécurité et sûreté maritime et de protection de l'environnement. Former et renforcer les capacités des personnels du secteur maritime, établir des partenariats publics-privés pour atteindre la performance. Les acteurs privés, quant à eux, sont invités à signaler dans les meilleurs délais tout événement ou incident maritime susceptible d'intéresser les centres régionaux et nationaux. Et ces centres sont chargés d'assurer une large et rapide redistribution aux navigateurs opérant dans la zone d'intérêt. Et bien sûr, répondre aux sollicitations des États et contribuer à une économie bleue durable. Je terminerai avec les défis et perspectives. Selon nous, les défis à relever, tout d'abord, le ministre conseiller venait de le dire, il y a lieu d'opérationnaliser la direction exécutive du CIC, de renforcer le cadre légal au niveau communautaire et national en créant une harmonie dans les législations nationales, passer à la digitalisation et aux technologies de pointe face à la menace, aménager durablement les littoraux en prenant en compte les aspects environnementaux d'études d'impact et d'audits environnementaux, et renforcer l'efficacité de l'action de l'État-mer par le financement conséquent de moyens d'action efficaces, des ressources humaines de qualité et de coopération. Pour les perspectives ou recommandations, rendre opérationnels les fonds de sécurité et sûreté maritime prévus par la Charte de Lomé, articles 9 et 11. Achever la délimitation des frontières maritimes de certains États membres. Assurer aussi la fluidité de la communication à travers les échanges de renseignements entre les pays pour le compte de la sûreté et de la sûreté maritime. Mettre un accent sur la promotion des ports bleus par les énergies renouvelables. Donc, en conclusion, nous disons que les États du Golfe de Guinée devraient poursuivre les efforts dans la dynamique de mutualisation des moyens et des ressources après autant d'années d'efforts et de coopération, faire le bilan afin de pouvoir dégager l'avenir. Merci pour votre patience et pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bakai. You have done justice to the topic, and our aim when we started was to achieve certain goals, which I believe you have achieved them all. You've given us an outline of the sectors, the blue sectors, leading hydrocarbon development, maritime transport,
talked about coastal tourism, renewable energy, seabed mining, and other opportunities. You also talked about the potential of the blue economy, that it can create jobs and opportunities, and even help us to fight against the root causes of insecurity. Talked about how much we are losing, about $2.3 billion from the Environmental Justice Foundation. You've given us measures that we can take and made very cogent recommendations. Because of limited time, I want to leave it here and then open the floor. We have just about 5 minutes to get contributions from the floor. But thank you very much for an in-depth discussion of the topic. Any questions, please? Yes, sir. Merci bien. Je suis le contre-amiral René Nganongo du Congo. C'est juste un commentaire, peut-être faire une proposition. Nous avons apprécié toute la masse d'informations qui nous a été donnée par l'orateur sur ce défi de l'économie bleue durable. Et en regardant les perspectives qui ont été faites, je suis en train de poser la question, est-ce que nous ne pouvons pas, dans le cas justement de cette dynamique de la coopération inter-État ou régionale, faire qu'on recommande ou bien qu'on suscite que dans nos États, qu'il y ait justement des agences de recherche pour que les connaissances du domaine maritime soient plus scientifiquement prouvées, de telle sorte que les résultats soient aussi partagés aux autres États. Puisque à l'entame de notre session, on nous a rappelé que le poisson n'a pas de frontières. Et donc, si on peut partager des études scientifiques sur la connaissance des océans, peut-être que ça aidera nos États à prendre vraiment conscience de ces potentialités. Et en ce moment-là, on peut rejoindre l'assertion qui a été faite par l'orateur qu'une exploitation judicieuse des potentialités pourra apporter une solution à l'insécurité maritime. Je vous remercie. Merci, monsieur le contre-amiral. Vous avez très bien perçu le message, puisque ces potentialités, pour la plupart d'entre nous, sont ignorées par la plupart d'entre nous. Et certains États ont plus d'informations que d'autres. Mais dans un contexte global, limité par les questions de souveraineté, il est impossible pour un État d'accéder à certaines informations dans le domaine maritime d'un autre État. Donc, ce que vous dites est très pertinent et il va falloir donc une mutualisation d'informations et un cadre d'échange permanent et surtout développer des études marines et sous-marines, des recherches avec les partenaires afin d'abord de disposer d'une banque de données, procéder à des publications pour celles qui peuvent, des informations qui peuvent être publiées bien sûr, et avoir un cadre coordonné d'études et de mise en œuvre de ces informations. C'est-à-dire que lorsque l'information est là, il faut passer à une autre étape. Donc, je partage tout à fait votre préoccupation et donc l'appel est lancé à ceux qui ont le pouvoir et la capacité de pouvoir faciliter ce partage d'informations. Merci. Any more? Yes, sir. Thank you, our resource person. I'm Rear Admiral S.A. Akiwande from the Nigerian Navy. I have a contribution to the topic. Just like you rightly pointed out in your presentation, that the blue economy is valued at about 1.3 trillion United States dollars per annum. You equally highlighted some of the potentials of the blue economy, which includes fishing and aquaculture, shipping and marine transportation, marine tourism, renewable energy, and marine biotechnology. I would like to point out that one critical enabler that we need for us in the region to be able to actively and truly sustainably benefit from the blue economy
we need to build capacity in the area of hydrographic survey. Hydrographic survey is very, very critical. It is a critical enabler that will enhance our capacity and our capability to be able to sustainably exploit and explore the resources in our blue economy. Further to that, I would like to point out that to sustainably reap the resources in our blue economy, we will be making a very big mistake if we leave out the inhabitants of our coastal communities. Their contribution is very, very key. It is important that in all the policies that we are putting together at our various members state levels, that the input, the contributions of the communities in our coastal communities must be taken, must be brought on board. I'm aware that in Ghana is doing something very good in this area with respect to their fishing industry. From the War College, we paid a visit to Ghana, and we were able to learn that part of what goes into control of the fishing industry is that the artisanal fishermen have also been brought on board in the whole anti-IUU fishing architecture. So it is important that the contributions of the inhabitants of our coastal communities must also be taken seriously. Thank you, sir. Merci, contre-amiral, pour votre contribution. Vous avez fait 2 interventions. Une intervention sur 2 points, excusez-moi. D'abord, vous êtes préoccupé par la nécessité de renforcer les capacités des États en vue des études hydrographiques. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Donc, ça aussi, nous sommes dans un contexte sous-régional. Aujourd'hui, nous constatons au niveau des États l'existence d'universités, soit des universités étatiques ou des universités régionales. Et quand on prend le cas de l'ARSTM à Abidjan ou du RMU à Accra, par exemple, c'est des illustrations de centres de formation au métier de la mer. Les questions hydrographiques pourraient effectivement être prises en compte à ce niveau, de façon pour fédérer donc les efforts des États. Mais aussi, je crois que nos universités nationales peuvent faire l'effort d'inclure les questions d'études hydrographiques. Je crois qu'au niveau du Togo, par exemple, cette démarche est enclenchée et elle aboutira certainement à des spécialisations en études hydrographiques de l'océan. Donc, une fois encore, l'appel est lancé parce qu'on ne peut pas évoluer dans l'exploitation des potentialités liées à l'économie bleue sans maîtriser les fonds de nos océans. Cela est impossible. Mais nous comptons aussi sur nos partenaires qui ont déjà cette longue expérience de cette formation et de cette connaissance du fonds marin pour appuyer donc les États et les centres régionaux de formation. Donc pour passer à votre seconde préoccupation, vous avez parlé de l'adhésion des populations côtières. Effectivement, pour lutter contre la pêche INN que vous avez évoqué, les États, les marines nationales sont dans leur com, les centres d'opération, les centres de commandement, et parfois c'est difficile d'apprécier ce qui se passe au large. Et c'est les pêcheurs qui sont réguliers sur le plan d'eau pour pratiquer la pêche artisanale. Eux aussi peuvent contribuer à détecter tous les aventuriers qui viennent vers la mer, nos mers, et piller nos poissons. Donc je pense que je suis d'accord avec vous et je crois que l'assistance l'est également, que les populations côtières doivent adhérer donc aux politiques et aux stratégies que les États mènent contre la pêche INN et toutes les autres menaces telles la piraterie maritime et même les questions de migration clandestine. Merci. Thank you very much. I think we are out of time, but I'll just take, if you can keep it
short, very short. We'll give you 1 minute. Thank you very much, sir. I'm Commodore Sharma, Director, CRESMAO. Sir, mine is in the area of the challenges of information sharing when it comes to research and development. We know that we already have a structure for information sharing. However, emphasis on that structure, that is the Yaoundé architecture. The emphasis for that structure is mostly when it comes to security and safety. Now, my suggestion or poser is, can't we go back to the policymakers and make it more robust so that we could also think of making it broader in terms of getting those stakeholders in charge of the research and development to key into this structure so that there can be an easy passage of this information that we're talking about, that is a very big challenge. Basically, what I'm saying is that the structure, I think, already has a very good foundation which you can leverage upon to enter into all facets of the maritime sector. Thank you, sir. Okay. Can I just take this? Thank you very much. I don't know if you want to answer briefly, otherwise I'll just summarize. Oui, merci, monsieur le modérateur. Cela va de soi. On ne peut pas balayer l'existant pour créer autre chose, mais on ne peut qu'innover, améliorer l'existant. Donc l'appel est lancé, monsieur le coordonnateur régional. C'est bien entendu. Et il y a lieu donc d'utiliser l'existant pour améliorer le partage d'informations en incluant bien sûr la recherche et le développement. Voilà. Monsieur le modérateur. And thank you very much. I think in brief summary, as I said, our panelist has done justice to the topic, covered all the objectives. The interaction session 2 has been excellent, touching first on the need for research agencies. And here I want to mention, I think in the previous presentation, the Admiral from ICC mentioned some research institution like Center for Maritime Law in Ghana. We also have the Gulf of Guinea Maritime Institute, which I know they carried out an in-depth audit of the maritime security interventions in the Gulf of Guinea. Sometimes it's to do with this information sharing, like the director of CRESMAO has brought up. Another important one is Rear Admiral Akiwande's contribution on hydrographic surveys, which are critical to even identify the nature of our seabed, to be able to make claim to our continental shelf. If you can't do a seabed profile, you cannot make that claim, which the UNCLOS makes room for. So these are all very important. I know Nigeria has a state-of-the-art hydrographic vessel and the capacity. So this is where regional collaboration comes in. All the states in our region are not equally endowed. So it is important that we're able to support one another to achieve our common goal of promoting sustainable blue economy. And here we state sustainable. We exploit our blue economy sustainably so that future generations can also enjoy. So I thank you very much for your cooperation, and thank our moderator. Let's give him a last great round of applause for this. Thank you very much. Thank you. Merci. Thank you.